Le focus, on revient sur l'un des événements du week-end, événement un peu passé inaperçu, mais l'Église catholique a organisé son premier procès pour pédophilie. L'accusé est un ancien prélat poursuivi pour abus sexuels sur mineurs. Le pape François avait promis la tolérance zéro. Alors faut-il y voir un tournant? On va en parler avec notre invité François Mabille. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université catholique de Lille, également chercheur au CNRS. D'abord, quelles sont les mesures qu'a pris le pape François depuis son arrivée? Alors ce sont deux mesures qui sont tout à fait complémentaires. Premier type de mesures, des mesures disciplinaires, renforcement de la discipline, renforcement contre les personnes qui commettent des sévices sexuels. Donc ça, c'est une mesure qui a été prise en 2013, dont on a parlé à l'époque. Elle est rentrée progressivement dans la pratique de l'Église, et puis plus récemment, en 2014, la mise en place d'une nouvelle commission pontificale pour la protection des mineurs, la volonté du pape de se doter au cœur même du dispositif de la curie romaine d'une organisation chargée de centraliser l'ensemble de ces informations et de faire remonter auprès de lui toutes les informations sensibles. Il a placé au cœur de cette commission l'un de ses plus proches anciens élèves lorsqu'il était encore archevêque en Argentine. Et puis, encore plus récemment, la création d'une section judiciaire au cœur même de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'Église catholique, avec le pape François, tente à devenir, je dirais, un État moderne. N'oubliez pas qu'il y a un an, février 2014, le Comité des droits de l'homme de Genève de l'ONU condamne l'Église catholique en disant attention, l'Église catholique est une Église qui se dit État, l'État du Saint-Siège, l'État du Vatican, mais qui ne répond pas à l'ensemble des normes internationales en la matière. Il faut que cela change. On a du mal à comprendre pourquoi il a fallu attendre que le pape François arrive pour prendre de telles mesures. Oui, alors, je dirais tout simplement qu'il y a un scandale qui est au cœur même de la pratique de François, c'est que l'Église ne peut pas se dire au-dessus des autres groupes humains, donner des leçons de morale en permanence et avoir en son sein non seulement des criminels, mais se montrer incapable de les poursuivre, de dénoncer ce qui se passe et bien évidemment de les juger. Donc il y a eu une évolution, je dirais que sous Jean-Paul II, en 2001, il y a eu un des premiers documents, un motu proprio, et puis une lettre envoyée à l'époque par celui qui était le cardinal Ratzinger, première évolution. On s'est rendu compte que cette évolution, qui demandait déjà par exemple aux évêques de faire remonter les informations, n'était pas suivie des faits. D'où ce qui vient de se passer avec le pape François, qui est très important, qui consiste à dire tout évêque qui ne dénonce pas ou qui ne fait pas remonter les informations dont il est au courant est lui-même responsable de la situation. Donc là, c'est une évolution qui est effectivement une évolution considérable. Mais les langues ont commencé à se délier sous Jean-Paul II, c'est ce que vous nous dites? Les langues se sont très timidement déliées. Il y a, je dirais, une évolution simplement des mentalités au sein de l'Église catholique, de cette société d'hommes âgés, de cette gérontocratie. C'est une évolution très lente. Il se trouve simplement que le pape François est un homme de pouvoir. Il sait que pour véritablement avoir du pouvoir, il faut savoir administrer. D'où la création de ces deux différentes instances que l'on a mentionnées préalablement. Et avant de continuer avec vous, nous allons écouter le témoignage de Diego devant notre caméra. Il affirme avoir subi des abus sexuels de la part d'un prêtre. Natalia Mendoza l'a rencontré. Lourd fardeau, les souvenirs de son enfance. Il avait 12 ans quand il a rencontré le père Silverio Mura, l'enseignant de religion dans son école près de Naples, dans le sud de l'Italie. Une rencontre qui a bouleversé sa vie. Un jour, il m'a invité à venir chez lui. Il m'a demandé de m'asseoir près de lui. Après quelques minutes, il s'est approché et m'a donné un baiser avec la langue. Je suis resté choqué. Je me rappelle encore, c'était agressif. Un épisode qui marque le début d'une longue série d'abus qui se serait répétée pendant plus de 4 ans. Après ce baiser, les premiers rapports sexuels ont commencé. Il le présentait comme un jeu, il disait qu'il le faisait car il m'aimait bien. Et moi, j'étais sous son emprise. Il commandait et moi, j'étais son esclave. Pendant des années, rongé par la honte et la peur, Diego est incapable de se confier à quiconque. En 2010, il se décide enfin à parler et dénonce le prêtre auprès de l'évêque local. Regardez, ce sont les lettres que j'ai écrites au diocèse de Naples. Celle-ci est du 25 mai 2010. Et je leur dis, j'ai un besoin urgent d'être entendu. Car les motifs que je vous raconte sont gravissimes. J'espère que vous m'appellerez car mon cas est urgent. Je vous laisse ici mon numéro.
Comme celle-ci, des dizaines de lettres et d'appels à l'aide sont restés sans réponse. L'évêque, pour sa part, a maintenu le père Silverio en poste pendant près de 2 ans après ces accusations, dans une école primaire en contact régulier avec des mineurs. Nous avons essayé de joindre les responsables du diocèse de Naples, mais ils se sont refusés à tout commentaire. Face à l'indifférence de l'église locale, Diego tente le tout pour le tout. Il écrit directement au pape François l'année dernière. Le pape François est la seule personne qui m'a donné du soutien, des explications. Car il a compris la gravité de ce qui m'est arrivé. Quelques jours plus tard, il reçoit cette réponse du pape qui ordonne l'ouverture d'une enquête ecclésiastique. Une victoire pour Diego qui a été enfin entendu il y a quelques semaines par des enquêteurs venus du Vatican. Mais surtout, un signe de la volonté du pape François. Car depuis son élection en mars 2013, il s'est engagé à lutter contre les abus sexuels sur mineurs commis par des prélats. Pour cela, il a créé au Vatican une commission d'une vingtaine d'experts venus du monde entier, mais aussi des anciennes victimes, sous la houlette de cet homme, le cardinal Sean O'Malley, l'archevêque de Boston, devenu aujourd'hui le bras droit du pape dans la bataille contre la pédophilie au sein de l'Église. Par le passé, l'Église a fourni des réponses inadaptées et a étouffé des affaires car il n'y avait pas une politique claire avec des procédures concrètes en cas d'abus. Et donc, les réponses ont été souvent improvisées en favorisant la réhabilitation du bourreau et pas le soutien des victimes. En suivant ces préconisations, le pape François a décidé de mettre les hauts prélats face à leurs responsabilités. Désormais, les évêques qui ne dénonceront pas auprès du Vatican les prêtres pédophiles dans leur diocèse seront jugés pour manquement à leurs devoirs professionnels par un nouveau tribunal ecclésiastique. Le pape veut une ligne plus dure, plus effective. Ça veut dire la responsabilité personnelle d'un chef, pas seulement sur ce qu'il fait, mais aussi sur les choses qu'il ne fait pas. Alors s'il n'intervient pas, il doit aussi être appelé à être responsable des conséquences de sa inaction. Former et sensibiliser les prélats aux dommages psychologiques causés aux victimes, voilà une autre priorité du pape. Nous sommes de retour à Naples. Comme tous les mois depuis 5 ans, Diego va chercher du réconfort auprès de son psychiatre et confirmer sa dose journalière d'antidépresseurs. Près de 20 ans après les abus sexuels qu'il dit avoir subis, il essaye encore de comprendre. Docteur, comment m'expliquez-vous le fait que je sente encore de la terreur envers lui? Comment il a fait pour commander ma pensée comme il voulait? C'est la déstructuration de la personne. Face à la peur, nous perdons le contrôle de nos actions. Diego devra vraisemblablement suivre un traitement psychiatrique pour le reste de sa vie. Il a une blessure qui y restera pour toujours et qu'on a réussi à atténuer seulement en partie. Il traverse une situation mentale de douleur extrême et un dommage important au niveau cérébral. Une chose est sûre, pour Diego, comme pour tant d'autres victimes de pédophilie, la quête de justice reste le seul moyen pour aller de l'avant. Voilà pour ce reportage, François Mabille. Est-ce qu'en plus de la tolérance zéro que le pape François veut imposer, est-ce que le Vatican a mis en place des mesures d'accompagnement des victimes? Oui, cela se met en place timidement, mais vous voyez, c'est significatif. Au cœur même de la commission instituée, la commission pour la protection des mineurs, il y a une professionnalisation. C'est-à-dire que ce ne sont plus simplement des prêtres, ce sont des prêtres et des laïcs qui font partie de cette commission. Il y a pour la première fois des victimes, pas des représentants des victimes. 2 victimes sont membres de cette commission pontificale. Et puis, il y a une professionnalisation. Ça signifie que vous avez des psychothérapeutes, des psychanalystes qui sont membres de cette commission. Ça signifie que dans le travail qui est fait, il y a une prise en compte non seulement des crimes commis de manière générale, mais la volonté de prendre en compte la souffrance subie par les victimes. Alors c'est vrai au niveau de la curie romaine et c'est vrai également au niveau d'un accompagnement plus personnel, comme c'était demandé d'ailleurs depuis très longtemps par les associations d'aide aux victimes.
Ça n'est pas encore totalement répandu, mais ça se met en place. Un mot sur ce procès qui a débuté samedi au Vatican pour pédophilie. Pourquoi ça n'a pas été aussi médiatisé qu'on ne l'attendait? Alors ça n'a pas été médiatisé tout simplement parce que dans un premier temps, le nonce a été plus ou moins exfiltré de la République de Saint-Domingue. Et puis lors de l'ouverture de son procès, il était absent pour cause de maladie. Le pape lui-même était en déplacement. Donc, et puis il y avait eu aussi une actualité internationale qui était très chargée. Cela étant, c'est un procès qui est extrêmement important puisque c'est le premier de ce genre. On verra si, en cas de condamnation, la personne est emprisonnée et où elle le sera. De prison? Plusieurs années de prison, bien sûr. On ne sait pas encore pour l'instant si, par le biais des accords internationaux, cette personne fera sa peine de prison ou ferait sa peine de prison soit à Saint-Domingue, soit en Pologne puisqu'il est originaire de Pologne, ou dans une prison du Vatican. On peut faire confiance à la justice du Vatican ? On ne peut pas faire confiance pour l'instant. On peut espérer que les paroles qui ont été prononcées, que les actes dont on a parlé et qui montrent une évolution seront effectivement suivis des faits et que la volonté politique du pape se traduira effectivement dans les faits. Donc, pour l'instant, je crois qu'il faut entendre ce que disent les associations de victimes. C'est un premier pas, ça va dans le bon sens. Voyons si, dans le temps, cette volonté est véritablement concrétisée. Merci François Mabille d'être venu sur France 24, professeur de relations internationales à l'Université catholique de Lille. C'est la fin de ce focus.